Très bien. Écoutez, nous inaugurons aujourd'hui, en espérant que ce sera pour une expérience unique, une formule très particulière de remise du prix François Sommer. C'est une remise, c'est une visio remise de prix. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se font en visio que ce n'est pas tellement original, mais quand même, d'habitude, il y a à ce moment, dans la pièce, au moins 100 personnes, les compliments fusent, les applaudissements crépitent, et il y a une chaleur formidable. Là, les personnalités présentes sont toutes extrêmement sympathiques, mais elles ont quand même du mal à entretenir la même chaleur, parce que, voilà, nous sommes contraints de faire les choses en petit effectif. Mais, grâce à l'appareil qui est devant nous, nous savons que nous allons être suivis, comme on dit aujourd'hui, par des followers qui vont être certainement un millier, c'est-à-dire qu'il y aura 10 fois plus de gens qui vont s'intéresser à la remise du prix François Sommer que d'habitude. Donc, bienvenue à tous, ceux qui sont là et ceux qui vont nous regarder. Alors, écoutez, ça fait maintenant 6 ans, 7 ans, on va dire pas mal d'années, bonne formule, que la Fondation François Sommer s'est mise en tête de décerner un prix littéraire. Je ne vais pas vous faire un long historique, mais Jacqueline Sommer, la femme de François, avait décidé de créer un prix en mémoire de son mari. Ça devait être dans les années 75-80. Mais ce prix était consacré à des ouvrages relatifs à la chasse et plus particulièrement à des techniques de chasse. Je sais de quoi je parle car j'ai obtenu un prix de ce genre-là avec un photographe, mais oubliez, ça n'a pas d'intérêt. Et il y a quelques années, on s'est dit, c'est pas ça qu'il faut faire, il faut associer la littérature à nos affaires, et donc il faut remettre un prix littéraire au sens propre du terme. Alors, un prix littéraire, ça ne se crée pas sur un claquement de doigts, n'est-ce pas, mesdames, qui nous aidaient là, depuis pas mal d'années. Il faut du temps, il faut installer son nom, il faut que les gens s'habituent à son existence, et ainsi de suite. Et je pense que nous commençons à entrer dans un moment où le prix François Sommer a une réelle existence. Voilà. Merci en tous les cas à tous les auteurs excellents qui nous y ont aidés. Alors, j'ai déjà trop parlé, et donc je vais céder la parole à l'homme qui fait vivre le prix, parce que je me suis interdit, moi, d'être quoi que ce soit au jury. Je n'ai aucune compétence à faire valoir, et Xavier Patier, lui, est un homme de lettres, et donc il sait de quoi il parle. Donc c'est lui qui, depuis que nous avons pris ce virage, pilote le jury sous la férule d'un parrain qui nous rejoint chaque année. Voilà, Xavier, à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à Erika Fleck d'avoir accepté d'être le président d'honneur du jury cette année. Comme le disait le président du Lac, on a un jury qui a maintenant un peu d'ancienneté, qui a appris à vivre, à réfléchir et à penser ensemble, et qui finalement a élaboré une espèce de doctrine. C'est-à-dire, nous couronnons un ouvrage qui apporte quelque chose de nouveau à la relation entre l'homme et la nature, dans l'esprit du fondateur François Sommer. Donc c'est pas une écologie punitive, c'est pas une écologie prise du tête, mais c'est pas non plus une provocation anti-écologique. On cherche quelqu'un qui apporte quelque chose de positif que d'autres n'ont pas dit avant lui. Ces dernières années, on avait plutôt couronné des essais. Et cette année, peut-être parce que les temps étaient un peu moroses et qu'on avait besoin de rêves, le jury s'est dit « Ah, on a enfin un roman qui nous plaît bien », et c'est le roman de Serge Joncour, Nature humaine. Et en plus, c'était intéressant parce qu'il y a 2 ans, le jury avait beaucoup aimé un autre livre de Serge Joncour qui s'appelait Le Roi Lion. Le Chien Loup, là, Le Roi Lion. Alors ça ne se passait pas dans les steppes du Kenya comme Le Roi Lion, mais dans l'Écosse du Lot, donc Chien Loup, et pas dans la Grande Guerre, ça dépend. Bref, on n'avait pas pu couronner le Chien Loup. Et donc on se rattrape sur Nature humaine. Qu'est-ce que c'est que Nature humaine pour nous? Qu'est-ce qu'il y a plus dans le jury? D'abord, c'est un livre qui est une chronique méticuleuse et bienveillante d'une génération qui est née au début des années 60. Et cette chronique, elle est ponctuée par les catastrophes climatiques. Et chaque catastrophe, il y a une vie après la catastrophe. C'est aussi une des leçons du livre. Donc ça commence avec la sécheresse de 76.
Le héros doit avoir une quinzaine d'années, et ça se termine en 99 avec la grande tempête et la panne d'électricité. Et pendant toute cette période de 20 ans, Serge Jancourt, avec beaucoup de talent, nous balade entre le Lot, un peu l'Aveyron, Toulouse, un peu de Lot-et-Garonne, c'est un peu Toulouse et le Lot. Et c'est l'histoire d'une transmission, la fin d'une génération d'agriculteurs à l'ancienne. Est-ce que le fils va reprendre et de quelle manière dans un monde bouleversé? Et c'est raconté de manière très bienveillante et on s'aperçoit que finalement les coups de boutoir des changements sur notre environnement ne mettent pas un terme à l'expérience humaine qu'on vit. Donc il y a une génération succède à une autre, c'est très différent, mais ça continue. Et on a aimé cela parce que c'était une manière de nous responsabiliser, c'est-à-dire que l'homme a une responsabilité éminente et dans le maintien d'une nature durable, mais ça n'est pas une affaire de jugement, ça n'est pas une affaire de condamnation, c'est d'abord une affaire de travail sur soi-même. C'est ce qu'on a aimé dans ce livre. Et donc nous sommes très heureux de féliciter à la fois un livre, Nature humaine, et un homme, Serge Jancourt, puisque nous n'avions pas couronné Chien-Loup. Et d'une certaine manière, c'est aussi Chien-Loup que nous couronnons aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir. En tant que président d'honneur de passage, je suis heureux de vous adresser la parole. Donc, si j'ai bien compris, le prix François Sommer récompense un ouvrage qui interroge le rapport de l'homme avec la nature et par effet boomerang de l'homme avec lui-même. Alors cette année, entre les essais et les romans, on avait beaucoup de quoi lire, et d'excellentes choses d'ailleurs. J'ai eu l'impression quand même que les essais intéressaient pas mal des jurés au cours de ces différents débats dont je voudrais dire qu'ils étaient assez passionnants. Je participe à pas mal de prix littéraires et quelquefois je suis un peu déçu par la manière dont les jurés ne prennent pas suffisamment leur rôle au sérieux, se laissant aller au plaisir de boire des coups ensemble, ce qui n'est pas désagréable, ou tout simplement accompagnant comme ça un mouvement qui semble se décider en faveur de tel ou tel, sans suffisamment comme ça s'engager pour la défense de tel ou tel titre. Au prix François Sommer, c'est pas ça du tout. Franchement, chacun donne puissamment son avis, y tient, n'est pas d'accord, ne se laisse pas influencer par son voisin, et je dois dire que c'est extrêmement agréable. Alors il y a eu aussi un livre intéressé le jury, et il m'a moi-même beaucoup intéressé, c'est le roman de Florence Robert, une espèce de roman, Bergère des collines. Je fais attention au titre, je n'ai pas dit Maman des sources. Bergère des collines, donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui se fait bergère, chez les bergers, dans la garrigue, et qui nous fait... nous, lecteurs qui connaissons le monde des bergers d'extrêmement loin, qui nous fait participer à la vie quotidienne dans un milieu à la fois bouleversant de bonté, extrêmement dur et inimaginable pour celui qui ne s'y plonge pas. Et ça, le pouvoir de la littérature, comme ça, d'entraîner celui qui ne connaît rien à rien dans un monde dans l'intimité duquel il finit par se sentir à l'aise au point de ne plus pouvoir s'en passer, c'est à saluer, bien sûr. Et puis nous avons lu. Je dis nous avons lu car nous avons lu dans un deuxième tour, je crois qu'il est arrivé un peu après, les autres. Nous avons lu Nature humaine, que j'avais déjà lu de mon côté, non pas en tant que président, mais en tant qu'admirateur spontané de Serge Jancourt depuis de nombreuses années. C'est-à-dire que j'avais adoré l'écrivain national, j'avais adoré Vue, et bien entendu, comme beaucoup d'autres, j'ai adoré Sophie la girafe, Chien-Loup. Et Nature humaine non seulement m'avait pas déçu, mais Nature humaine m'avait enthousiasmé. Parce que depuis longtemps, j'attendais d'un romancier français, comme ça, qui nous dise à quoi ressemblait notre époque, d'où on venait, qu'est-ce qu'on avait traversé, à quoi ressemblait cet instant présent, comme ça, qui promettait de devenir un avenir insensé, mais on ne savait pas trop comment on en était arrivé là. Et j'ai retrouvé tout cela dans l'histoire de cette famille, dans sa ferme, qui est l'âme, justement, de cette famille,
où les uns se laissent harponner par les démons de la modernité, et où ce personnage d'Alexandre, lui, au contraire, considère que la modernité intemporelle des saisons, du sol, eh bien c'est là son avenir. C'est formidable parce qu'à la fois on est dans un monde très sédentaire, très réglé par les saisons et complètement bouleversé par tous les événements du siècle, comme ça qui sont revisités avec talent et simplicité par l'auteur. Et on a un immense plaisir de lecture. Enfin, moi, je l'ai lu, c'est-à-dire on ne se contente pas comme ça d'avoir un message qui nous est délivré sur les choses de la vie, mais également on a un grand plaisir à tourner la page, on est totalement pris par ce monde romanesque avec les amours donc du personnage, Alexandre, Constance, hein, si je ne me trompe, Constanze, je ne sais pas comment il faut prononcer, parce que c'est Constance. Là, cette fille, cette étudiante des pays de l'Est, qui elle, au contraire, en opposition avec Alexandre, est une anti-nucléaire forcenée, enfin pas en opposition, enfin, en tout cas c'est une militante forcenée. Donc ça m'a plu. J'ai promis de ne pas faire plus de 3 minutes. On vous écoute avec plaisir. Pas faire plus de 3 minutes 15. J'ai retrouvé aussi dans la description de cette ruralité qui n'est pas forcément sur le déclin, mais qui a l'impression de vivre une sorte de déclin. J'ai retrouvé l'atmosphère du cheval d'orgueil de Jacques Azélias. Alexandre est une sorte de cheval d'orgueil, d'ailleurs à sa manière. Et le breton que je suis, fou de la campagne bretonne, s'est senti parfaitement à l'aise dans la campagne de Serge, menacée de Serge Goncourt, avec la présence de tous ces événements cataclysmiques, de plus en plus nombreux aujourd'hui, qui ressemblent à des malédictions divines. Ça aussi, c'est assez extraordinaire, comme ça, cette présence de l'énorme irrationnel, dont on a l'impression qu'il arrive par hasard, alors que, comme par hasard, il arrive à un moment où l'homme est en grand doute par rapport à lui-même et à la suite des choses. Voilà, ça pourrait être à peu près tout ce que j'avais à dire. Si, encore une chose, il l'était déjà dès le départ, mais je trouve que Serge est en train d'installer l'image d'un grand romancier, d'un grand écrivain français dans le paysage des lettres d'aujourd'hui, et c'est très agréable, c'est extrêmement agréable quand on sent comme ça qu'il y a une sorte d'ami qu'on a croisé régulièrement dans les salons du livre, se transforme en statue du commandeur, dont il a d'ailleurs un peu la physionomie, il faut bien dire, cet ex-nageur de combat. Donc merci Serge, et je lève mon verre à tes succès passés, présents et futurs. D'abord, il faut remettre le prix. Oui. Ça me paraît bien la moindre des choses, quand même. Bon, alors, remettre le prix, ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. D'abord, je ne sais pas quel est le plus important. Ça, c'est pour accrocher chez lui. C'est une espèce de symbole graphique du prix avec son lauréat 2021. François Sommer ici, le prix Serge Goncourt. Voilà. Alors ça, c'est pour votre bureau, l'endroit où vous écrivez peut-être, et puis ça, c'est pour votre cassette, voilà. Pour installer dans votre bureau quelque chose, je sais pas quoi, voilà. Voilà, enfin non, j'espère que tout n'y passera pas. Voilà, alors on serait content que vous nous lisiez quelques mots. Écoutez, merci, je serai moins brillant que mes prédécesseurs, hélas. Simplement pour dire que recevoir un prix, c'est toujours une émotion, et c'est parfois aussi la sensation d'une usurpation. On se dit, oh, finalement, je ne suis pas sûr d'être à ma place. Et là, à coup sûr, dans ce musée de la chasse et de la nature, je le suis pleinement. Parce que si j'écris, c'est évidemment pour écrire des histoires, mais aussi pour essayer de soulever quand même des préoccupations, des questions dont je sens qu'on n'est pas suffisamment conscient. Déjà, avec Chialou, vous en parliez, Chialou, alors plus modestement que le royaume, enfin bon, ça me fait plaisir l'analogie, on lui promet le même avenir chez Disney, etc. Mais il n'empêche que c'était déjà cette question de l'homme
son rapport à l'environnement, mais pas uniquement ça, il y a aussi au monde animal. Parce que moi, que voulez-vous, mes deux grands-mères avaient des fermes, pas gigantesques, mais enfin c'était peuplé d'animaux là-dedans. Et en ce moment encore, quand j'appelle mes parents, je les appelle tous les jours depuis la crise du coronavirus, parce que je vais moins les voir. Bon, mais il n'empêche qu'on se parle de quoi? Tiens, il y a des renards, des blaireaux, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, de façon générale, mais dans la Nièvre en ce moment en particulier. Les renards qui bouffent les poules de la voisine, parce que maintenant, vous savez, il y a des néo-ruraux, c'est très bien, c'est formidable, qui se sont remis à élever des poules, parce qu'on a redécouvert que les œufs venaient des poules. Je trouve ça extraordinaire, moi. Non, mais vraiment, pendant 20 ans, on s'est baladé dans les campagnes, on ne voyait plus de poules. Ça me rendait fou, ça. Bon, du coup, les renards se sont dit, tiens, il se passe quelque chose. Chez les ruraux, ça devient intéressant, ça. Bon, voilà, tout ça pour vous dire que je ne me suis jamais senti dissocié, non seulement de l'environnement, évidemment, ça on en a tous conscience, mais du monde animal. Et cette proximité-là, elle est forte, y compris pour ce qui est du monde sauvage. Voilà, ces blaireaux, ils sont sauvages, ces renards, ils sont sauvages. Quand mes beaux-frères partent à la chasse, ils vont traquer des animaux sauvages, mais en même temps, celui qui est éleveur, il a 60 bêtes, des vaches, des allaitantes, comme dans le roman, qui sont des animaux qui sont là. Il est aidé en cela par des chiens. Sa femme fait des poules. Bon, et il y a toute une faune qui est là. Et ce rapport-là, on est en train d'une certaine façon, ce rapport à l'animal, il nous échappe. On en sent là on est en plein dedans. Je veux dire, si on est avec un masque là, c'est simplement parce qu'une chauve-souris a approché de trop près, on ne sait pas qui, quoi. Bon, il n'empêche qu'on en est là à se protéger. Moi, je trouve ça bouleversant. Il est fortement question de la vache folle dans Nature humaine. Cette vache folle, j'ai de la famille qui est éleveur, mais je suis aussi un mangeur de viande. Et dans les années 90, j'ai le souvenir très fort d'avoir eu très peur, d'avoir mangé le steak de trop, ou l'os à moelle de trop. On en était là, parce qu'on a pris conscience qu'on pouvait mourir, attraper la maladie de Creutzfeldt-Jakob, qui d'ailleurs, je vous le signale, met 10, 20... L'incubation, c'est pas comme le coronavirus, ça peut être 20-30 ans, la période d'incubation. Donc il peut s'en déclarer demain, quoi. Pardon, je me mets à faire long, parce que je crois que oui, non, mais le plus simple, c'est de lire le roman. Et le roman et ces problématiques-là, elles sont... j'en ai peur un peu notre avenir, quoi. Il serait bien, y compris de se poser des questions en termes d'élevage. Moi, voilà, on est là-haut sur le Causse. Depuis un an, s'est installé une sorte dans des conditions un peu obscures, des hangars gigantesques, avec on sait ce qu'il y a là-dedans, il y a des canards, il y en a on ne sait combien de dizaines de milliers. Bon, ça pose des problèmes, tout ça. Il va falloir quand même un peu y réfléchir de façon un peu plus attentive. Et on en a pris conscience à travers de cette crise. Cette crise, elle est là, on est en plein dedans, et elle n'est pas finie. Elle est loin d'être finie, cette crise. Je ne dis pas ça pour jouer mais simplement parce que, vous savez, à ce jour, on est 98 millions d'humains à être contaminés par ce virus, et on doit être à peu près pas loin de 8 milliards d'humains sur Terre. C'est-à-dire que ce virus, il a de quoi jouer, quoi. Un peu comme la pyrale du buis a joué sur les buis qu'on voit derrière, qu'on a pu épargner ici en les traitant un par un, ces buis. Mais moi, des buis, là-haut, dans la famille, on a 60 hectares de terre, une terre qui vaut rien, mais qui est découverte de buis. Mais des buis, il n'y en a plus. Bon, tout ça, à un moment, ça donne envie d'écrire des livres. Et quand ces livres sont reçus, lus, célébrés par le prix de la Fondation François Sommer, ça fait quelque chose, quoi. Ça fait quelque chose. Je vous remercie. Je vous remercie.